Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestion, la série courte de webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Couteau, chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors consacré à l'élargissement. À la veille du Conseil européen de décembre, qui verra peut-être l'ouverture des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine et de la Moldavie, qu'en est-il des candidats des Balkans occidentaux? La région a retrouvé l'attention des médias depuis l'agression russe de l'Ukraine en 2022, mettant en lumière les liens troubles entre certains pays comme par exemple la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Russie. Malgré la vocation de ces pays des Balkans occidentaux à rejoindre la famille européenne, Russie, mais aussi Chine, Turquie, États du Golfe et Israël ont pu avancer leurs intérêts dans la région. L'intégration de la moitié de ses États membres, par ailleurs, à l'OTAN et la présence de l'Alliance transatlantique au Kosovo suffiront-ils à maintenir la paix? Dans ce contexte, comment se positionnent la Chine et la Turquie et les autres puissances? Et est-ce que l'Union européenne peut faire de l'élargissement un véritable outil de géopolitique? Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Benjamin, je te laisse la parole. Bon, merci beaucoup, Lara. Bonjour et merci à vous toutes et tous qui êtes en ligne pour ce webinaire. Je dirais que c'est un bon timing. Bon, déjà, c'est le dernier de l'année, peut-être pas des mois, si je peux me permettre, mais plus au niveau du contexte qu'au niveau de ma participation. En fait, je pense à trois niveaux, le timing est bon parce qu'on a un focus européen réel cette semaine sur la région, à la fois du côté des États membres. On a Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui revient de la région, qui revient de Belgrade précisément, et le premier ministre portugais Antonio Costa, qui revient, lui, des trois États de la région qui sont membres de l'OTAN, Albanie, Macédoine du Nord et Monténégro. Donc on voit déjà que du côté de ces pays-là, il y a une volonté d'amplifier la présence au niveau bilatéral sur place, notamment en vue d'un futur élargissement. Ce qui est intéressant aussi, c'est le choix des pays. On voit que Giorgia Meloni allait voir un ami de Viktor Orban, donc Alexander Vucic, à Belgrade. Au niveau plus européen, si je peux me permettre, on a deux sommets qui vont arriver qui sont très importants. C'est le sommet UE-Balkans occidentaux, euh, dans une semaine pile, mercredi prochain. Et on a aussi un Conseil européen qui va se tenir les 14 et 15 décembre, qui s'annonce déjà des plus tendus, et lors duquel on va parler de l'élargissement, on va parler notamment de la question de l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Ukraine, à la Moldavie, éventuellement à la Bosnie-Herzégovine. Et donc, sur ce plan-là, on a, je pense, ouais, un Conseil européen tendu parce que, comme d'habitude, Viktor Orban joue ses cartes en fin d'année et il veut faire retirer de l'ordre du jour la question de l'ouverture des négociations à l'Ukraine. Et on va tout de suite rentrer dans le sujet des influences dans la région parce qu'effectivement, on sait que Viktor Orban, il a ses positions invariablement pro-russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine de février 2022. Euh, il a ses positions pro-russes, et donc, en refusant de faire ça, il joue à la fois le jeu de la Russie et il met des bâtons dans les roues de l'Union européenne, qui sont des bâtons habituels. C'est la position des États membres qui, parfois, vient contrebalancer la position de l'Union européenne elle-même face à l'élargissement. Parce que l'influence première, on a intitulé cette euro-question Chine, Russie, Turquie, mais en réalité, l'influence première qui est dans les Balkans occidentaux, c'est l'influence européenne. Et je pense qu'on doit la poser avant de parler des autres, au risque de déséquilibrer un peu le constat qu'on fait. Donc sur l'Union européenne, on a déjà un renouvellement de son engagement envers le processus d'élargissement depuis l'invasion de l'Ukraine de 2022. Et ça fait suite à une fatigue de l'élargissement, on l'a appelé comme ça, qui dure depuis le début des années 2010, les crises successives qui ont, euh, qui ont freiné l'Union européenne. Et donc, sur ce plan-là, effectivement, le fait d'avoir des positions de certains États membres qui vont à l'encontre de l'ouverture des négociations à l'Ukraine, à la Moldavie ou à la Bosnie, en fait, ça brouille la crédibilité qui s'est donnée l'Union européenne à ce processus-là. Parce qu'en 20 ans, force est de constater qu'on n'a pas assez avancé. Il y a un rapprochement économique qui est certain, qui est incontestable, mais sur le plan politique, il y a eu un manque de conscience de la part de l'Union européenne qui a empêché de mener ce projet à terme. Dans ce contexte-là, on a eu deux phénomènes qui ont donc été facilités. C'est pas en fait le simple fait d'un désinvestissement de l'Union européenne, mais en tout cas, ça a facilité à la fois donc ces deux phénomènes, à la fois le fait que les pays de la région essaient de jouer leurs propres cartes et de se rapprocher de puissances qui ne sont pas forcément des partenaires privilégiés de l'Union européenne pour mettre la pression sur l'Union européenne, justement.
et ces pays-là qui cherchent à défendre leurs propres intérêts. Et par là même, en fait, par ricochet, on a des puissances rivales qui en ont profité pour jouer de ces relations-là et se réinvestir dans la région, mettre à mal, en fait, l'intégration européenne de la région. Intégration européenne, donc qui, sur le plan stratégique, pour vraiment aller dans le dur cette fois-ci, sur le plan stratégique et sans équivoque. On a une orientation stratégique de la région qui a été, depuis le début des années 2000, bien formulée. On a donc des pays qui veulent intégrer l'Union européenne, qui veulent intégrer l'OTAN, à l'exception de la Serbie. Et pour ces pays-là, le processus est lent, certes, mais en tout cas, il a avancé. Et sur ce qui forme de manière générale la famille européenne, on a des États qui sont de la communauté politique européenne, du Conseil de l'Europe, à l'exception du Kosovo, et qui participent à divers programmes européens. Erasmus+, ce matin, on a vu d'ailleurs l'inauguration du tout nouveau campus du Collège d'Europe à Tirana. Donc, il y a toute cette composante qui forme la famille européenne qui est indéniable. Et la Serbie, même si elle ne veut pas faire partie de l'OTAN, pardon, de son côté, et là c'est plutôt la famille transatlantique, si on peut l'appeler comme ça, la Serbie est quand même très, comment dire, très proche de l'OTAN dans la mesure où il y a des exercices conjoints qui sont faits. Elle a accueilli des exercices de l'OTAN, et ça bien plus qu'avec tout autre pays, que Russie comprise. Je pense que c'est important de le souligner. Donc, on a tout ça qui forme l'orientation stratégique de la région, des pays qui sont 100% alignés sur la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, les pays de l'OTAN, je le disais, Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, mais aussi le Kosovo, et la Bosnie-Herzégovine qui est cette année à 98% d'alignement. Donc la Serbie est le seul qui fait défaut en étant un peu en retrait. On a surtout une réelle intégration au niveau économique. Et là, je pense que c'est là qu'il faut présenter la position de l'Union européenne parce qu'elle est flagrante. Vous le voyez sur le PowerPoint, l'Union européenne, c'est plus des 2 tiers du commerce avec la région. C'est le premier partenaire commercial, premier investisseur, premier bailleur de fonds. On le voit pareil sur les chiffres ici, hein, c'est plus de 8 fois la part de la Chine dans le commerce extérieur de la région et 23 fois celle de la Russie. Donc je pense que là, pareil, il n'y a pas photo. Même si il faut parler de ces influences étrangères, et j'y viens très rapidement pour ne pas être trop long, même s'il faut en parler, il faut avant tout rappeler cette position dominante de l'Union européenne qui est peut-être d'autant plus intéressante que quand on voit le manque de visibilité qu'on en ressort, qu'on en retire, eh bien, il y a clairement une marge de manœuvre dont l'Union européenne peut bénéficier. Donc voilà, sur le plan économique, on a cette présence-là. Et, pardon, on a, oui, justement, plusieurs outils, plusieurs programmes qui ont été mis en œuvre par l'Union européenne pour rapprocher d'autant plus la région. C'est déjà dans le cadre financier pluriannuel habituel, on a un instrument de préadhésion, 14 milliards qui sont destinés à tous les pays candidats. On a un plan économique et d'investissement qui est un peu le pendant plan de relance pour la région post-Covid de l'Union européenne pour favoriser la transition verte, la transition numérique, investir dans le capital humain de la région. Et on a dernièrement un nouveau plan de croissance qui a été annoncé, 6 milliards d'euros par la présidente de la Commission européenne pour rapprocher le marché régional et le marché unique. Donc on voit qu'en tout cas, il y a énormément de choses qui sont mises en œuvre pour rapprocher encore plus ces pays-là de l'Union européenne et qui fait qu'il y a une intégration qui est en réalité bien en marche. À côté de ça, donc, il faut bien voir qu'il y a quand même des pays qui profitent aussi de ce potentiel économique, parce que la région, elle est souvent présentée d'une manière négative, mais il y a un potentiel économique réel au final dans cette région qui a été bien vu par la Chine, par la Turquie notamment. Euh, donc pour en venir à toutes ces autres présences dans la région, il faut voir que malgré la position dominante de l'UE, on a tendance à se focaliser sur elles parce qu'elles ont la capacité d'imposer un récit rival, un discours qui est utilisé par les pays de la région que l'Union européenne n'arrive pas du tout à contrer. Je vais les prendre point par point. J'ai été très concis sur le PowerPoint. Je le serai aussi le plus possible dans ma présentation. Mais bien sûr, je peux revenir plus en détail dans les questions-réponses. En commençant peut-être par une présence qui peut être problématique, mais qui n'est pas complètement incompatible avec les présences européennes, pour finir par la plus dangereuse, la présence russe. Donc la Turque, on est face à un candidat à l'Union européenne, une puissance régionale qui en fait partie des Balkans géographiquement, qui est bien implantée dans la région. Et donc en fait, c'est une puissance qui paraît fiable pour les Balkans occidentaux,
parce qu'elle est engagée dans ce processus, je le disais, d'adhésion à l'Union européenne. Elle est membre de l'OTAN. Donc, c'est une alliée à la base des Européens. Mais on voit clairement que l'orientation stratégique qui est prise par la Turquie d'Erdogan aujourd'hui ne suit pas la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Il y a des divergences qui sont flagrantes. Donc, le partenariat fiable aux yeux des Balkans occidentaux n'est pas celui que voit l'Union européenne, même si la Turquie reste en soutien de la région. Et voilà, il peut y avoir des frictions. En ce qui concerne la Chine, là, j'ai repris le triptyque de la Commission de 2019 sur les relations UE-Chine. En fait, tant que ce soit appliqué aux Balkans occidentaux, on voit que ce triptyque, il est valable pour les Balkans occidentaux, un partenaire de coopération et de négociation, un concurrent économique, mais un rival systémique, et pour reprendre les mots de la Commission européenne, si je me souviens bien, un rival systémique dans la promotion d'autres modèles de gouvernance. Donc, c'était clairement une remise en cause, en fait, à la fois euh, d'une certaine manière des principes du projet européen, mais aussi en fait de la façon dont est structuré l'ordre international. Et avec la Russie, la Chine, elle partage ce rejet de l'ordre international fondé sur des règles, des principes que ces pays jugent occidentaux, et en fait un ordre international destiné à limiter leur montée en puissance et leur rôle au niveau global. Néanmoins, il faut voir aussi que c'est un pays qui a des capacité économique, financière énorme, qui en a profité en fait pour investir dans la région sans avoir de stratégie globale pour la région. La Chine, elle sait très bien qu'elle a assez de fonds pour s'attirer leur faveur politique. Donc par exemple, en investissant massivement en Serbie, la Serbie en fait c'est le point d'entrée principal de la Chine et d'ailleurs de beaucoup de puissances rivales, j'y reviendrai à la fin. La Serbie, qu'est-ce qu'elle va faire en contrepartie d'investissements massifs? Elle va signer une lettre de soutien à la Chine quand elle est mise en cause dans la répression de la population ouïghour. Et ensuite, là aussi, appropriation par le pouvoir serbe, mais aussi par le pouvoir monténégrin, pour les exemples que je vais donner, de la présence chinoise, en disant en fait, ça participe à la promotion de nos intérêts nationaux, ça participe au succès de notre pays. C'est pour la Serbie, exemple pardon, la mine de Bor, l'un des principaux gisements de cuivre d'Europe. Mais en fait, la Serbie, elle va profiter des investissements chinois pour dire, regardez, on est leader sur ce marché-là. Le Monténégro, de son côté, voulait une autoroute depuis des années. Ils ont eu leur première autoroute pour désenclaver le nord du pays, à grand coût d'investissement chinois. On parle de 20 millions d'euros par kilomètre. Et pour l'instant, on n'a que 41 kilomètres qui ont été construits. Mais en gros, en disant, ben voilà, la Chine nous aide à réaliser notre développement, c'est un succès national que l'Union européenne nous a refusé. Parce que l'Union européenne n'avait pas voulu, avait jugé que le projet n'était pas viable. Donc c'est un peu la façon dont la Chine arrive à garder une position assez consensuelle sur place et de manière générale, les médias locaux promeuvent une bonne image de la Chine et les populations locales en ont aussi une bonne image. La Russie, finalement, là je pense que ça sera une surprise pour personne, c'est la Russie actuelle de Vladimir Poutine avec ce régime autoritaire, c'est le principal danger pour le projet européen, pour la sécurité de la région et par ricochet du continent européen en entier. Donc, la Russie, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on en parle beaucoup, mais elle a une empreinte assez faible dans la région, en tout cas sur le plan économique, une empreinte propre, je veux dire, hein, sur le plan économique, même sur le plan énergétique, c'est des pays qui sont beaucoup moins dépendants du gaz et du pétrole que les pays de l'Union européenne. Donc une présence économique qui est faible, 3% du commerce extérieur. C'est en Russie, en Serbie par exemple, qui est le principal partenaire de la Russie, la part du commerce extérieur est à peu près égale entre la Russie et la Bosnie-Herzégovine. Ça montre, c'est pas une empreinte complètement déterminante. Mais malgré tout, elle bénéficie, là encore, avec le concours des gouvernements locaux, elle bénéficie d'une image extrêmement positive au sein des populations slaves parce qu'elle a beaucoup de relais sur place. Et elle a une communication qui est adaptée au terrain, elle connaît bien les Balkans, et donc, on a des relais qui peuvent être l'Église orthodoxe, complètement, à l'origine qui s'aligne sur le plan religieux, mais qui va plus loin. Aujourd'hui, on a une Église orthodoxe serbe, notamment, qui soutient clairement l'invasion en Ukraine de manière générale, donc, et les politiques de Vladimir Poutine. On a des clubs de sport, des clubs de vétérans, des partis politiques, personnalités politiques, dont on a des soupçons de financement de la part de la Russie pour certaines personnalités politiques, certains partis politiques. Donc, à travers tous ces relais-là, la Russie arrive quand même à avancer ses pions. Et en fait, à travers une empreinte globalement faible, elle arrive quand même à avoir une capacité d'influence
assez importante. Pour finir sur les pays qui essayent de jouer comment dire, se tailler la part du lion dans la région. On a ensuite l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis pardon, et Israël. Pour l'Azerbaïdjan, bah, c'est clairement une montée en puissance à la russe qu'ils cherchent à travers l'énergie. Et on a à la base des liens énergétiques sur le modèle en fait, du rapprochement UE-Azerbaïdjan, des liens qui sont de plus en plus étroits et qui sont renforcés par des liens diplomatiques. Les Émirats arabes unis qui essaient de préparer l'après-pétrole en se diversifiant. Ils investissent dans l'agriculture, dans l'aviation, notamment en Serbie. Le projet phare, c'est le projet immobilier Belgrade sur l'eau, à plus de 3,5 milliards. Et Israël, qui cherche à avoir en fait à la fois des reconnaissances internationales. Donc avec le Kosovo, c'est un échange de bons procédés parce que le Kosovo est dans la même démarche et des représentations diplomatiques à Jérusalem qu'ils ont obtenu encore une fois avec le Kosovo sous l'égide des États-Unis grâce à Donald Trump en fait qui a parrainé ça. Et d'ailleurs, Israël bâtit des liens militaires, a signé des accords militaires avec les pays de la région. Et le 27 octobre dernier, quand l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution pour une trêve humanitaire à Gaza, on a eu les trois pays, enfin deux pays avec lesquels Israël a signé un accord, si je me souviens bien, je crois que c'est Albanie et Serbie, et on a eu également la Macédoine du Nord qui s'est abstenue pour voter la trêve humanitaire. Donc c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe là. Dans le futur, est-ce que l'Inde, qui est amenée à jouer un rôle plus important sur la scène internationale, peut venir dans la région? En tout cas, on voit qu'il y a des rapprochements sur le plan des visites diplomatiques, sur le plan de contrats qui sont négociés, voilà, des liens renforcés sont envisageables. Et pour tous ces pays-là, la porte d'entrée, c'est la Serbie, dans une moindre mesure la Republika Srpska, donc l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, étant donné la construction du pays, et une porte d'entrée parce que la Serbie, elle a une position géographique centrale, un poids démographique, politique, économique qui sont incomparables dans la région. Donc forcément, c'est une porte d'entrée très utile pour ces influences étrangères. Et pourquoi je dis le mot porte d'entrée? Parce qu'effectivement, c'est plus des pays qui viennent frapper à la porte et la Serbie vient leur ouvrir. Il ne faut pas oublier, en fait, à travers cette métaphore, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est la volonté souveraine de ces pays-là aussi d'attirer des influences étrangères parce que ça défend leurs intérêts. La Serbie, quand elle a besoin de deux membres, enfin, je veux dire, les meilleurs partenaires qu'elle peut avoir, c'est les deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, Chine et Russie, pour éviter que le Kosovo puisse être reconnu internationalement et avoir sa place dans les organisations internationales. Donc, on a effectivement ce rôle qui est crucial. Euh, Face à ça, quels outils, et je vais terminer sur ça, quels outils pour assurer une intégration sans encombre des pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne? Donc ça, je crois qu'on a encore une slide. Oui, donc effectivement, ça c'était une slide que j'avais préparée pour mettre en avant le fait que la communication est très bien maîtrisée par les gouvernements locaux pour mettre en avant leurs relations avec d'autres pays, parce qu'on voit que la liberté de la presse, elle est clairement pas bien protégés dans ces pays-là. On a des gouvernements, des médias, pardon, qui sont contrôlés par le gouvernement ou par des proches du gouvernement, notamment en Serbie. On a tout un discours qui est très facile à contrôler au final quand on veut modeler une population pour lui donner une bonne image de la Russie ou de la Serbie, ou de la Chine, pardon, notamment en Serbie. Donc voilà, ça c'était sur la question des médias et quels outils on a. Donc trois outils principaux du côté de l'Union européenne, encore une fois, parce que c'est la volonté souveraine de ces pays-là d'intégrer l'Union européenne. Donc il y a clairement une nécessité géopolitique pour l'Union européenne, c'est important l'élargissement, mais c'est à la fois des gains mutuels. Comment on fait pour y arriver, pour faire en sorte que ces influences n'entravent pas le chemin européen de ces pays-là? Un investissement politique et stratégique de l'Union européenne, c'est-à-dire, comment dire, qui accompagne le réinvestissement économique qui est déjà énorme, donc il fait que ça soit à la hauteur, avec la prise de conscience de cette importance géopolitique de l'intégration, avec une communication adéquate, efficace, qui comprend la région. Ensuite, une politique d'élargissement crédible. Naturellement, je disais, ça fait 20 ans qu'on est sur ce chemin-là, on a besoin d'avancer, de les intégrer rapidement. Pourquoi pas avec une adhésion graduelle? C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment mon collègue Lukáš Macek au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Et finalement, une coopération locale, parce que le but, c'est pas d'affronter frontalement Russie, Chine, Turquie ou d'autres pays. Non, le but, c'est qu'à partir du moment où on peut bâtir ensemble, à partir de puissances qui auraient un capital économique, un capital politique dans la région plus important que celui de l'Union européenne, bâtir des ponts pour réussir en fait à amplifier
les développements économiques de la région et réussir à la rapprocher des standards européens. J'étais très long, mais en tout cas, c'était voilà, les idées que je développe, notamment dans le décryptage dont on m'a parlé. Et je serais ravi de répondre à vos questions pour aller encore plus loin sur le sujet. Bah, merci beaucoup, Benjamin. Je rappelle donc que ton décryptage est disponible sur le site de l'Institut Jacques Delors. Donc, on a reçu plusieurs questions. Une première concerne les élections au Monténégro qui ont eu lieu à l'automne et le gouvernement vient d'être formé depuis le 31 octobre. Quelle capacité pour le Monténégro de se défaire de l'influence de la Russie avec le nouveau gouvernement? Mm. Mais c'est une question que j'ai pas forcément abordée dans la présentation. Mais oui, enfin, aujourd'hui au Monténégro, un des plus gros investissements, un des plus gros investisseurs, pardon, c'est la Russie. Donc cette question de l'influence russe au Monténégro, il y a eu en 2016 des rumeurs comme quoi la Russie aurait pu être à l'origine d'un coup d'État au Monténégro. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une question qui est présente. Et je crois que, enfin, à raison, tu me poses la question, il y a eu une attention médiatique peut-être un peu plus importante sur ce nouveau gouvernement monténégrin parce qu'il inclut dans sa coalition des forces pro-serbes, pro-russes, euh, qui n'ont pas eu ce niveau de responsabilité depuis l'indépendance en 2006. Et donc, bah, sur cette question-là, je pense que malgré l'inclusion de forces, enfin, quand je dis pro-serbe, c'est qu'effectivement, il y a encore des personnes qui veulent une réunification avec la Serbie au Monténégro, qui n'acceptent pas l'indépendance de 2006. Donc, effectivement, il y a cette possibilité-là que ces forces, enfin, il y a une possibilité que ces forces poussent dans ce sens-là. Mais sur le plan global, je pense qu'on a un contrat de coalition solide avec une force qui a gagné les élections et qui est très largement majoritaire au gouvernement et qui est pro-européenne et donc un contrat de coalition qui dit clairement qu'on va vers une adhésion de l'UE, une participation encore plus active à l'OTAN. Et je pense que c'est clairement des gages solides pour le chemin européen du Monténégro, même si on a un président du Parlement qui a pu dire qu'il était à l'époque contre l'indépendance du Monténégro, anti-occidental, qui est pour le retrait des sanctions face à la Russie, pour le retrait de la reconnaissance du Kosovo. Aujourd'hui, il s'est exprimé en disant qu'il voulait la réconciliation de la société monténégrine, très polarisée, c'est assez peu médiatisé, mais très polarisée ces dernières années. On est en pleine crise politique, à voir si elle se résorbe avec ce nouveau gouvernement. Mais en tout cas, voilà, je pense il faut surveiller, comme n'importe quelle force pro-russe qui peut être dans une coalition, mais sans être alarmiste et ne pas oublier qu'il y a un contrat de coalition solide et un gouvernement majoritairement pro-européen. Merci, Benjamin. D'ailleurs, ton prochain blog post sera Ouais. sur le nouveau gouvernement Monténégro, petit teasing. Peut-être une deuxième question sur la récente déclaration de Volodymyr Zelensky sur la région des Balkans. Quelle est vraiment la force de frappe de la Russie dans les Balkans occidentaux? C'est, en fait, c'est assez ambivalent. Ce que j'ai essayé de montrer dans la présentation, on a clairement une influence russe qui est là. Si je peux reprendre les mots de Christian Schmidt, qui est donc le haut représentant international en Bosnie-Herzégovine, pour pas déformer ses propos, je crois qu'il avait utilisé le terme de mini-max, un mini-présence pour un maximum d'influence. Et je pense que ça résume bien la situation. En fait, on a un pays qui aujourd'hui est clairement embourbé dans la guerre en Ukraine, qui n'a pas de capacité énorme, mais la Russie serait la première à se réjouir d'une explosion, je crois que c'est le terme qu'a utilisé Volodymyr Zelensky, d'une explosion dans la région. L'Union européenne a déjà du mal sur plusieurs fronts, l'Ukraine, aujourd'hui les tensions au Moyen-Orient. Il y avait la question du Haut-Karabakh qui passe un peu maintenant sous les radars, mais on l'avait traité dans un précédent question, elle reste quand même là. On a quand même un pays, l'Azerbaïdjan, je l'ai dit, qui essaie de s'intégrer dans la région, mais qui est quand même très belliqueux. Et donc, en fait, la Russie peut surtout profiter de n'importe quelle déstabilisation. Je le disais, il y avait eu les rumeurs de coup d'État en 2016 au Monténégro. Est-ce que la Russie était derrière? On ne le saura pas. Mais au final, on sait que les relais qu'elle a sur place sont déterminants pour créer cette déstabilisation-là. Donc, d'elle-même, elle n'a pas cette influence-là, mais elle a voilà, comment dire, ce prolongement, cette influence qui est prolongée à travers ces relais, tout en prenant en garde en tête que les relais qu'elle a, donc tous ceux que j'ai listés en présentation tout à l'heure, et parmi eux les gouvernements locaux, ceux qu'elle a dans la région, ils ont tendance aujourd'hui à quand même s'éloigner de la Russie, dans une certaine mesure, bien sûr, hein, depuis l'invasion de l'Ukraine. Si on prend la Serbie, on n'a plus d'exercice militaire conjoint, on n'a plus d'achat de matériel d'armement russe.
Donc les tensions qu'on a vues qui ressurgissent ponctuellement au Kosovo, il peut y avoir une main russe derrière, mais ça paraît assez peu probable. Euh, sur l'énergie, c'est ça que je voulais dire, pardon, sur l'énergie, il y a aussi des liens qui se distendent. Les pays qui étaient majoritairement dépendants de la Russie avant, Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine et même Serbie, ils suivent la voie de l'Union européenne et ils cherchent à se diversifier, notamment en allant voir du côté de l'Azerbaïdjan. C'est pour ça que je disais que l'Azerbaïdjan cherche une montée en puissance à la Russe. On est un peu en fait sur le même créneau, l'énergie, et ce sont des pays qui se disent pourquoi pas profiter. Et encore une fois, de la même manière qu'ils mettent en concurrence Russie et UE, la Serbie elle met en concurrence Russie et Azerbaïdjan pour essayer de tirer le meilleur profit de chacune. Merci. Peut-être une prochaine question. Est-ce que ce n'était pas une erreur de la Commission européenne d'avoir négligé cette partie euh, de- des régions des Balkans occidentaux comme candidat jusqu'à la guerre en Ukraine? Bah, il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, il y a une erreur globale de l'Union européenne sur cette question-là. Euh, mais quand on parle de fatigue de l'élargissement, ce qui est le terme généralement utilisé pour parler de la période où on a eu quasiment aucune avancée, malgré les progrès de beaucoup de pays candidats, on n'a eu aucune avancée. Il faut aussi voir qu'il y a la question de la réticence des États membres, dont la France, premier chef, hein, et qui en fait n'ont pas voulu entendre parler d'élargissement. Et oui, la Commission européenne n'a pas poussé derrière. On a eu la fameuse déclaration de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne 2014 à 2019, qui a dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement. C'était en fait avant tout une réponse aux États membres. Donc clairement, les torts sont partagés, mais pas oublier que dans une union qui est fondée en fait sur la comment dire, sur des États membres différents et où la Commission a une force de proposition, mais n'a pas le dernier mot, la responsabilité est quand même du côté des États membres sur ce point-là. Merci. Et justement, pour faire une question peut-être faute de follow-up sur la France, elle a quand même pas mal changé de positionnement. Elle était très contre tout processus d'élargissement. Et là, maintenant, on voit que notamment Laurence Boone, la secrétaire d'État à l'Europe, se déplace souvent dans les Balkans. Il y a un discours qui a quand même un peu changé. Comment est-ce que vous analysez cela? Ouais, complètement. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que la France, qui avait. Après, il y a une particularité en France, c'est la question du référendum. Est-ce que l'opinion publique suit ce que fait le gouvernement? Ça reste à voir. Mais en tout cas, ce que fait le gouvernement, c'était clairement un changement à 180 degrés. On a vu Emmanuel Macron qui a fait un discours à Bratislava pour pour clore le sommet GlobeSec le 31 mai dernier, où il a été plus que clair. Et je pense que c'est ce qu'avaient besoin d'entendre les gouvernements de ces pays-là, pour voir qu'il y avait un leadership nouveau de la France sur ces questions, alors que c'était avant un pays qui freinait les cas de fer, y compris le même président, Emmanuel Macron, qui avait, et ça c'est quelque chose qu'on invisibilise des fois quand ça concerne la Macédoine du Nord, en disant il y a eu le blocage de la Grèce, maintenant il y a le blocage de la Bulgarie. Il ne faut pas oublier qu'au milieu de ces deux blocages, il y a eu quand même la France qui a bloqué pour changer la méthodologie. Donc après, ça a été justifié par le gouvernement. Mais en tout cas, c'est clairement un virage à 180 degrés qui est, je pense, bénéfique clairement pour assurer un nouveau leadership sur ces questions. Et les visites de Laurence Boone et un réengagement pardon, économique qui est en cours avec de plus en plus avec l'AFD, qui s'est engagée dans la région déjà, je pense que c'est important de le dire. L'Agence française de développement, qui a plus d'un milliard maintenant d'argent a été investi sur place en 4 ans. Et donc des entreprises, le métro de Belgrade, l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade, voilà. Il y a effectivement beaucoup d'initiatives qui sont prises par la France et c'est bien. Merci. Et peut-être une une question pour prendre un peu une perspective plus large. Quel est le rôle des Balkans occidentaux dans la communauté politique européenne? Je dirais que le rôle, il est assez. Il y a déjà cette question de la structuration de la communauté politique européenne en soi. Aujourd'hui, il y a plus. Je pense que la communauté politique européenne a plus servi à, de forum de discussion pour avancer sur les questions d'élargissement. Et c'est une bonne chose, hein. Il y avait un très bon papier de mes collègues Thierry Chopin, Sébastien Maillard et Łukasz Macek, encore une fois, sur la communauté politique européenne, où effectivement, on plaidait à l'Institut Jacques Delors pour que l'élargissement, pour que la communauté politique européenne soit une façon, justement,
de matérialiser encore un peu plus la volonté de la Commission européenne et des États membres à se réengager dans le processus d'élargissement. Et en fait, ça a été jusqu'au dernier sommet une façon pour l'Union européenne d'avoir des rencontres entre le président serbe et la présidente kosovare, notamment donc, sur cette question du dialogue Belgrade-Pristina pour la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, qui est menée par l'Union européenne. Donc dans ce cadre-là, en fait, la participation, je pense, individuelle, ça dépend des sujets. L'Albanie, c'est par exemple plus investi sur les questions de migration, mais il y a aussi eu en fait, un, un forum nouveau de discussion pour permettre une rencontre de ces dirigeants-là, pour permettre une rencontre aussi du président serbe et du président ukrainien. Et donc, en fait, voilà, arriver à créer un forum de discussion plus inclusif où on avait tout le monde qui parlait sur un pied d'égalité. Donc là, on n'est plus entre États de l'Union européenne et États candidats, on est États membres de la communauté politique européenne et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est pas juste une participation des Balkans occidentaux, c'est plus de synergie en fait entre les Balkans occidentaux et l'Union européenne et les autres pays candidats. Bah, merci beaucoup, Benjamin, pour ta Merci à présentation toi. et ces analyses. Je rappelle donc que ton décryptage est disponible sur le site de l'Institut Jacques Delors. Merci à vous pour votre participation. Vous allez recevoir le replay de cette Euroquestion sous peu. Encore merci à vous de nous avoir suivis cette année 2023. C'était le dernier Euroquestion de l'année, mais on se réjouit de vous retrouver en 2024, année européenne décisive pour la démocratie, puisque nous aurons les élections en juin 2024. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt. Merci, Merci. Benjamin.